Je crois que c'est la curiosité en fait. C'est-à-dire que malheureusement dans la vie, en tant qu'être humain, comme nous tous, j'étais confronté à certaines difficultés et que le chemin que j'ai pris moi pour surmonter ces difficultés, c'était de comprendre les événements en fait. Il m'a fallu comprendre ce qui m'entourait, les différentes difficultés de l'existence et cette compréhension m'a amené à essayer de comprendre justement ce qui pouvait nourrir ces difficultés en amont et le fait de tirer ce fil m'a permis d'arriver, on va dire, sur une forme de réalité qui n'était pas au premier abord. Je voyais autour de moi, je parle de quelque chose qui m'arrivait déjà dès l'enfance en fait, qui n'était pas perceptible, mais en tout cas qui m'a, moi, en fait, qui m'a conforté dans l'idée que pour garder mon propre équilibre, il fallait que je continue sur cette voie. Et donc, en fait, j'ai œuvré dans ce sens, c'est-à-dire que j'ai toujours cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière l'image de la vie et des difficultés qu'on pouvait rencontrer ou des bonheurs qu'on pouvait rencontrer en fait. Et dans cette recherche, le temps passant, m'arrivait beaucoup d'expériences à la fois métaphysiques, spirituelles, psychologiques, qui m'ont amené en fait à structurer un peu cette rencontre avec ce phénomène irréel et à y donner une sorte de structure sur laquelle j'ai essayé de travailler pour essayer vraiment de pouvoir avoir un esprit concis et structuré pour pouvoir expliquer justement ce que j'ai pu mettre dans ce magazine, à savoir le Saut du diable. Parce que je partais du principe, comme je suis quelqu'un d'assez concret, j'essaye d'être le plus réel et le plus concret possible, qu'il fallait que mon raisonnement s'introduise dans une pensée plus grande. Quand j'ai commencé en fait sur le Saut du diable, j'ai voulu commencer par un sujet qui m'a semblé un peu le plus symbolique de ce que j'avais pu comprendre de cette réalité, à savoir que tout est devant nous en fait, que rien n'est caché depuis l'origine, que c'est simplement nos esprits qui sont à la fois phagocytés ou qui sont en faille, qui étaient comme un ordinateur, qui ont été mis en faillite quelque part. Et je trouvais que ce sujet du saut du diable, c'est-à-dire le 10h10, le fait que ce symbole sur les montres du monde entier apparaisse, me semblait être la représentation de ce qui pour moi me semblait évident, c'est-à-dire que si on a les outils, si on a les connaissances spirituelles, si on a les connaissances métaphysiques, etc., on peut commencer à décoder réellement le système de maintenance de notre réalité par les fameuses entités sans âme, ou les dieux, enfin on les appelle un peu comme on le souhaite. Et c'était un bon symbole. Ce symbole-là, en fait, donc, le 10h10, c'était le 1010, donc c'était un langage binaire, c'est quelque chose que vous retrouvez sur toutes les photos du monde entier, au niveau des montres, dans chaque publicité. À chaque fois qu'il y a une montre en publicité, alors on vous dit que c'est le signe de victoire, parce que il faut bien donner à chaque fois une cause en fait à quelque chose. Ça m'a semblé au départ un peu curieux, ce signe de 10h10, et en apprenant en fait les autres règles qui régissent notre réalité, à savoir la dualité, mais aussi la dualité sur les 12 signes astrologiques, donc ça après j'y reviendrai, que chaque signe astrologique correspond en fait à une dualité, à une forme de dualité, à une compréhension de la dualité. Et que la première des compréhensions de la dualité, c'est le signe du Bélier, qui représente donc deux spirales inversées, qui était justement le dieu égyptien, qui, créateur de réalité, était symbolisé avec une tête de bélier, parce que quand il était d'abord potier, et en tournant en fait sur son pot, il exerçait deux forces contraires qui permettaient d'obtenir un vortex. C'est-à-dire que d'un côté il poussait, et de l'autre côté ça tournait. Et ce dieu à tête de bélier, donc qui était symbolisé grâce à ces deux cornes qui symbolisent cette action, symbolise cette dualité en fait dans notre réalité. Et ajouté au 10h10, ça m'a permis de comprendre que si on tournait à 360 degrés, mais qu'on continuait dans ce sens, telle une spirale, jusqu'au 666e degré, en extrapolant, on arrivait donc, géométriquement parlant, à la position du 10. En inversant évidemment les pôles pour respecter cette logique de dualité-là, on arrivait dans l'autre sens, et donc on arrivait forcément à ce symbole géométrique. Et ce qui m'a intéressé de le démontrer, c'est parce qu'évidemment, quand on avait fait ces deux pôles, il suffisait de les inverser pour obtenir les effets contraires, et d'ajouter le dernier pôle en fait à la fin pour obtenir notre pentacle.
pour moi, la réalité qui nous entoure, en fait, est une orchestration qui est concrète, c'est-à-dire qu'ils opèrent de manière concrète dans notre réalité par des formes géométriques, par des formes pensées, par du langage, etc. C'est des outils, il y a plein d'outils qui existent pour créer cette réalité. Et l'outil, en fait, de ce 10h10, c'était un outil primordial, parce qu'au XVIIIe siècle, en fait, l'histoire officielle de ce 10h10, c'est qu'au XVIIIe siècle, toutes les nations, enfin les nations les plus industrialisées, se sont réunies pour s'entendre sur la valeur du temps commun. On a voulu en fait créer un temps unique où toutes les nations s'entendraient. En créant ce temps unique, en fait, c'est la première matrice d'enfermement des nations, puisqu'à cette époque, chaque peuple pouvait vivre dans son propre temps, dans sa propre histoire, en fait. En créant ce temps unique, on a scellé toutes ces nations, les premières nations industrialisées, et pour symboliser en fait ce marquage-là, on a officiellement, enfin la rumeur, on a dit que c'était à 10h10 que ce traité avait été signé. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait 10h10 sur toutes les montres. Or, moi, en fait, dans ma connaissance de ces sujets, je voulais montrer que en fait, c'était pas du tout le cas, que c'était plutôt une signature, que c'était la manière de fonctionner en fait de cette entité surréaliste un peu, hein, qui s'imprègne dans notre monde en fait et qui signe sa démarche. Il ne se cache pas, il ne s'est jamais caché, mais seulement on ne le voit pas, ou alors on n'a pas les outils pour le voir. Et donc c'est là qu'il a créé, c'est là que j'ai voulu mettre en avant ce 10h10 en fait. Qui, une fois qu'on avait justement appliqué les règles dont je pourrais parler plus longuement en fait, donc les règles de dualité, géométrique, etc., obtenait un pentacle. Donc en fait, grosso modo, si je le fais à l'écran, ça vous fait un 10h10 comme ça. Si je pars de 0 et que je fais 666 degrés, je vais venir ici. Si je fais 666 degrés dans l'autre sens, je vais arriver ici. Si je pars de l'autre sens, parce que c'est la règle des inversés, tout est en inverse, tout est en dual et en inverse. Hein. Évidemment, j'arrive ici, et j'arrive ici. Je peux pointer en fait le 0, le 6 ou le midi pour obtenir mon pentacle. Dans les deux sens, en fait, ça dépend comment je veux le dessiner. Et ça, c'était un saut. Mais je sais que l'enfermement de l'humanité a été planifié, a été séquencé en fait, et que la première des choses par laquelle il fallait commencer, c'était la notion du temps. Puisque le temps, en fait, qui passe, la façon dont on utilise ce temps de vie, cette énergie, en fait, ce déplacement de nos corps dans l'espace, qui était à la fois, au départ régi, chaque peuple vivait sa propre histoire, et puis là, on a enfermé tout le monde dans une même boucle. Sachant qu'aujourd'hui, on le voit, en fait, la finalité, c'est quand même de faire une sorte d'unification de l'humanité, en fait, hein, de créer un être déraciné, un peu de tout et unique. On a commencé apparemment par là. En tout cas, dans notre époque moderne. Dans d'autres époques, en fait, il y a eu d'autres façons de procéder, mais dans notre époque moderne, moi je pense que ça a commencé par ça. Par l'unification en fait, des temps dans tous les pays, l'heure de Greenwich. En fait, l'idée au départ, c'est des ajustements si tu veux, mais l'idée de départ, c'était de dire voilà, les Asiatiques, en fait, vous qui avez votre propre histoire, votre propre civilisation, les Africains qui avez votre propre histoire, votre propre civilisation, vous avez tous, les Américains, les Européens, les Nordiques, vous avez tous votre propre perception de l'histoire et du temps. Donc l'idée, en fait, c'était d'unir toutes ces civilisations, de les former dans un seul bloc pour préparer après la civilisation financière, industrielle, etc. D'abord, il fallait commencer à les rendre compatibles au niveau de leur rythme de vie, en fait. Pour après passer après les autres démarches, c'est-à-dire l'industrialisation, la financiarisation, l'économie, en fait. L'économie mondiale. Il fallait d'abord commencer par ce premier pas. C'est-à-dire créer vraiment, en fait, un bloc. Tu peux avoir des civilisations qui ont 5000 ans et qui te donnent d'autres qui ont 2000 ans, d'autres qui... Là, en fait, on a effacé tout ce système d'histoire les uns des autres grâce au temps pour en unir qu'une seule force. Et c'est vrai que c'était pour moi intéressant de dire, ben voilà, en fait, quelque part, tout le monde porte à son poignet en fait une montre. Tout le monde porte en fait la marque du temps sur lui. Tu nais en fait avec cette notion de la seconde qui t'a été imposée à la base.
sans te poser la question, peut-être que les Africains, il y a 1000 ans, ou au Groenland, ils avaient des visions du temps mais qui étaient complètement différentes en fait. Et donc du coup, leur esprit se déplaçait de manière complètement différente dans leur vie. Ils n'avaient pas du tout les mêmes processus psychologiques. Parce que la notion du temps inclut plein de choses. Le fait que tu penses en secondes, en minutes, en heures, ça inclut des tonnes de choses dans ta vie. Et donc du coup, en fait, ça a été vraiment l'unification des pays, en fait, d'abord en commençant par les pays industrialisés d'abord. En fait, disons qu'autrement dit, on est éthérique et surtout, à la base, en fait, le monde, en fait, il est fait d'une manière équilibrée où plusieurs pôles se développent les uns par rapport aux autres, mais en équilibre dans leur propre sphère et dans leur propre espace. Là, le fait, en fait, de réunir tout le monde dans un même temps crée un enclos. Les civilisations ne peuvent plus vraiment se développer chacun de leur côté dans leur propre espace, dans leur propre histoire. Ils sont tous réunis dans une même histoire, en fait, qui après entraîne l'économie, qui entraîne tout ça. Et c'est une prison qui est assez bien pensée, je pense. Enfin, qui est assez bien trouvée, je trouve. J'ai utilisé beaucoup de domaines, et effectivement, les sceaux, en fait, ce qu'on appelle les sceaux, qui ont des correspondances géométriques, qui ne sont pas du tout le fruit du hasard. Le pentacle, c'est pas un dessin, en fait, hein, c'est un raisonnement, c'est une logique mathématique, géométrique, qui, pour le pentacle en tout cas, entre autres, et d'après tout ce que j'ai pu étudier, est quelque part enregistré dans notre propre esprit, dans notre propre inconscient, et ouvre une porte sur une réalité qui nous est pour l'instant ce que les gens appellent la 5e dimension, ou ce genre d'ascension, etc. Mais cette porte, en fait, nous est fermée depuis quelque temps, et le pentacle, lui, par contre, est comme une clé, en fait, qui permet à certaines vibrations de s'intégrer en nous. Si les gens s'amusent avec des pentacles pour appeler les démons, etc., c'est parce que c'est nous, en tant qu'êtres créateurs, qui créons la possibilité, à travers le pentacle, que des entités puissent s'infiltrer dans notre monde. C'est un peu la représentation c'est un peu une porte, en fait, ce pentacle. Donc c'est sûr que c'est le sceau préféré du diable, entre guillemets, parce que lui, le diable, enfin, après on peut revenir sur ce qu'est le diable, mais c'est de s'introduire dans notre monde, en fait. De quelle manière il peut s'introduire dans notre monde? Il peut s'introduire à travers nous-mêmes, à travers notre propre esprit inconscient, et à travers surtout des outils comme le pentacle qui permet de s'intégrer, de passer à travers nous, en fait. Ça décuple sa possibilité de s'investir dans notre réalité. En fait, les runes, je ne sais pas si tu vois tout ce qui est au départ les runes, par exemple, tu vois les francs-maçons. Tu vois les francs-maçons, ils sont toujours avec leur G au milieu et leurs 2 compas, etc. Si tu vois la lettre G runique, en fait, c'est justement une croix. Tu vois, c'est une croix, ça dessine une croix comme ça que tu peux justement transformer. C'est-à-dire que les francs-maçons, en fait, par exemple, l'origine de leur science est runique. Donc ça veut dire qu'elle a des milliers d'années, que voilà. Alors ça, c'est pas quelque chose de trop connu, mais cette croix, par exemple, est intégrée dans notre nature humaine, en fait, depuis des milliers d'années. Donc, comme je veux dire, en fait, il faut bien comprendre quelque chose, je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'on est fermé de notre capacité à rentrer en contact avec les mondes supérieurs, avec les vibrations supérieures. On a au départ cette possibilité, les Égyptiens l'avaient, les Grecs pouvaient l'avoir un peu aussi, et puis petit à petit, on a été coupé de cette capacité à voir les esprits. Les enfants voient des esprits, les médiums, voilà. Normalement, tout le monde pourrait avoir, l'être humain à la base a cette capacité, mais on a été comment dire, un peu cerné, un peu amoindri. Mais cependant, ces clés-là restent toujours d'actualité. Le pentacle, les croix, tous ces symboles, en fait, sont encore présents dans notre inconscient. Et on utilise ces symboles pour justement ouvrir certaines portes dans notre propre esprit. C'est-à-dire que si par exemple demain quelqu'un veut démoniser, faire rentrer un démon dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le symbole en fait de ce démon,
te donne un exemple en fait, hein, qui est par exemple une virgule, ou avec un rond, etc. Pour nous, ça ne veut rien dire, mais en réalité, ça veut dire quelque chose en fait. La longueur du trait, le nombre de ronds, etc. correspond c'est la représentation géométrique qu'on peut après rendre en mathématiques d'un esprit démoniaque. Donc si on l'associe à un individu, déjà, et qu'on a capté par son propre esprit la vibration de ce démon, on est capable de le projeter dans l'individu. Donc tu vois, c'est ce que font les sorciers, les choses comme ça. Bah, le positif, tu as les fameux, comment dire, l'étoile de Salomon, enfin le sceau de Salomon, tu vois, multidimensionnel, les pyramides. Après, c'est difficile de parler en positif ou négatif parce que ce sont des portes en fait. Donc ça dépend de l'entité qui veut l'utiliser. Tu vois, le pentacle, si tu le renverses, en fait, il a le signe s'il représente un homme, il peut être associé en positif. La notion de bien et de mal, quand tu passes après quand tu montes dans les vibrations, elle devient un peu délicate à aborder quand même. Donc dans ce pentacle-là, c'est représenté dans le 666e degré. C'est pour représenter justement une fréquence en fait. Il représente la fréquence de l'homme. C'est-à-dire que ça. Pourquoi le pentacle en fait se dessine et qu'il représente souvent l'homme, ce pentacle représente souvent l'homme, tu sais, on représente souvent l'homme avec un pentacle à l'endroit, et c'est parce qu'il correspond à cette fréquence de 666. C'est comme si tu avais la fréquence 667, la fréquence 700 Hz par exemple, mais dans le monde éthérique, ou ouais, je ne sais pas vraiment comment le nommer, parce qu'il y a tellement eu de définitions de ces mondes supérieurs en fait, c'est assez difficile, mais dans les mondes un peu supérieurs en fait, en vibration, l'homme, si tu veux t'adresser à lui, son nombre c'est le 666. Si tu voulais t'adresser à l'arbre par exemple, ce serait le 437, tu vois, il y a une concordance en fait possible entre le monde qui ne nous est pas encore accessible et notre réalité. Et l'homme a cette fréquence-là, à ce symbole-là. Disons que c'est vraiment le code de la fréquence humaine. La fréquence humaine a servi, en fait, en tout cas en ce rapport à la matière, avec justement le sceau du diable, en fait. Il y a toujours, en fait, ce pentacle inversé, le problème du pentacle inversé, c'est que selon comment il utilise, s'il est utilisé à l'endroit ou s'il est utilisé à l'envers. S'il est utilisé à l'envers, évidemment, on va dire qu'il est plutôt diabolique. Le diable lui-même, en fait, parce que si on va parler de ces notions-là, si on devait parler de ces êtres-là, ils nous sont inaccessibles en pensée. C'est très difficile de comprendre la pensée du diable ou des êtres qui sont au-dessus vibratoirement. On va avoir du mal à comprendre leur personnalité. Ils sont pas, par essence, ils n'ont pas d'esprit humain. Donc leur donner du bien ou leur donner du mal, leur donner en fait des mauvaises intentions, c'est très difficile en fait. C'est comme si tu voulais dire, bon, le lion, en fait, il est mauvais parce qu'il mange une gazelle, ou la baleine est une mauvaise baleine parce qu'elle nage trop loin des côtes. Enfin, je ne sais pas, c'est très dur. Tu parles d'un être qui nous échappe, en fait, mais qui a une intention. Et cette intention, elle n'est pas forcément positive vis-à-vis de nous. En tout cas, elle n'est pas répercutée sur nous de manière positive. C'est ça que j'essaye d'expliquer à travers le 666. En fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une âme. Une âme, c'est le sens, en fait. Un homme qui naît, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, va avoir une existence qui va lui donner un sens général. Tu vas pouvoir dire, voilà, ma vie, elle a été amour, ma vie, elle a été haine, elle a été guerre, elle a été ceci, elle a été cela. Et là, en fait, à partir de là, si on devait connaître la vie complète de quelqu'un, on pourrait voir, en fait, son âme, la qualité de son âme, en fait. Qu'est-ce qu'il est venu chercher, cet individu? Ça te dépasse, ça me dépasse. Moi, mon âme, ce qu'elle est venue chercher, mon esprit, quelque part, il ne le sait pas. Je ne fais que le subir, en fait. Parce que mon âme est venue chercher dans cette réalité. Les êtres sans âme n'ont pas de sens. Ils n'ont pas besoin de progresser. Ils n'ont pas besoin de la temporalité pour apprendre de nouveaux éléments, etc. Ils sont juste là pour, a priori, de ce que moi j'en ai appris en tout cas, pour se nourrir. Je crois qu'ils se nourrissent en fait, de nous, comme des prédateurs en fait. Mais de manière totalement neutre. Pour eux, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est comme quand nous allons au supermarché pour acheter des beefsteaks ou des trucs comme ça. On ne se rend même plus compte en fait de la souffrance animale. Peut-être que ça serait quelque chose comme ça. Ils se nourrissent de nous comme
C'est Castaneda, je ne sais pas si tu l'as lu, Castaneda, etc. Il te parlait des prédateurs, je trouve ça très, très, très bien fait, où il parlait de la conscience, ils se nourrissent de la conscience humaine, en fait. Donc pour se nourrir de cette conscience qui a été amoindrie, et c'est ça, il faut qu'elle soit le plus bas possible pour qu'eux puissent continuer leur machinerie. Et justement, pour qu'ils arrivent à faire ça, il faut qu'ils nous enferment dans un système où on a un consentement implicite. Nous, sur le temps, par exemple, on a donné notre consentement en fait, à cet enfermement temporel. On n'a plus respecté la diversité de l'humanité, en fait. On a dit, bon, on va faire une seule humanité, c'est comme la tour de Babel. On a dit, on va faire une seule humanité, on s'est enfermé là-dedans. C'est un consentement qu'on a donné. Et pendant qu'on donne ces consentements et qui nous aspirent de notre nature originelle, quelque part, ils nous suppriment notre don originel d'avoir cette diversité humaine, ben, ils nous amoindrissent en conscience, en fait. On perd au niveau de notre inconscient collectif nos possibilités. Notre diversité, on perd tout ça, ça s'amoindrit en fait. C'est pas le seul, hein, mais c'est vrai que dès qu'un être commence à être connu et reconnu dans l'inconscient commun, et que tout le monde connaît Michael, quelque part, il oriente un peu le destin du monde aussi. Il participe à la sculpture, quelque part, hein, de l'humanité. Et dans ce clip, ce qui est assez drôle, c'est que justement, il reprend un peu toutes ces notions. C'est-à-dire que pour lui, en fait, dans le thriller, il dit c'est un thriller, c'est le thriller de la nuit, etc. Il répète toujours cette phrase. On a du mal à définir ce que c'est qu'un thriller, en fait. Il dit tu es dans le ventre du thriller. Il dit en fait, pour sortir du ventre, il faudrait changer les aiguilles du cadran. Que le thriller a 40 yeux, 40 000 ans. Donc en fait, il fait toute une définition de ce que moi j'ai compris comme étant le temps. C'est-à-dire que tu es dans le ventre du thriller, tu vas mourir. C'est pour ça qu'il parle des zombies d'ailleurs, qui sont passés derrière le temps. Quand tu passes derrière le temps, que tu t'es échappé de cette force et que ton esprit est resté présent, tu te zombifies en fait quelque part. Donc thriller, c'est toutes ces notions qu'il donne. Et souvent, en fait, tu vois, Michael, il a tu sais, les chaussettes très lumineuses, en fait, avec une lumineuse, justement pour montrer que sa conscience, en fait, est un peu plus élaborée, parce que notre conscience, si on devait la voir avec un œil, avec notre troisième œil, c'est un corps lumineux, c'est un corps très très lumineux, mais qui a été complètement amoindri. Il nous reste quasiment rien en fait de notre conscience originelle. On doit arriver quasiment copier en fait. Si on devait prendre une mesure, on se retrouvait qu'avec de la lumière au niveau des pieds pour se déplacer en conscience. On est très loin de notre niveau de conscience. Et Michael, lui, comme il était un être conscient, il voulait montrer ça. Alors ça a induit plein de choses en lui. C'est pour ça qu'il est devenu. Ça a été le seul homme qui est devenu à la fois blanc et noir en même temps, qui est devenu à la fois le roi de la pop, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a unifié, en fait, il a unifié des tonnes d'énergie complètement contradictoires. Et quand tu as l'album Dangerous, avec ce cirque apparent et cette terre en contrefond complètement retourné, mais c'est une multitude d'éléments ésotériques, symboliques, etc., pour expliquer la nature de notre réalité, en fait. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que quand tu commences à utiliser, donc je disais tout à l'heure, il y a des méthodologies de dualité pour essayer de retrouver les outils qu'ils peuvent utiliser dans ces dimensions un peu supérieures. C'est que si tu retournes en fait l'image de cet album, en fait, tu retrouves avec un Michael, au lieu de te regarder de profil comme il le fait dans l'album, il te regarde de face et des nouvelles images peuvent apparaître. Ce qui est complètement inhumain à réaliser, parce que vu la finesse du tableau, si tu devais t'amuser en fait à faire un tableau et puis à imaginer ce que ça peut faire quand tu retournes l'image pour voir de nouveaux décors, etc. Enfin bref, c'est très 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 compliqué. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, qui était très puissant. Il m'a appris beaucoup. Ça peut prendre des semaines, je trouve. Juste cette pochette qui s'incorpore dans l'inconscient des gens, en fait. Hein, peut prendre des semaines d'analyse. Dedans, tu as des trucs... Nous avons une conscience, en fait. Notre corps a sa propre intelligence.
Ton corps a sa propre intelligence en fait. Cette intelligence animale, avec sa propre mémoire, son propre inconscient, son propre instinct, son propre fonctionnement, est différente de notre conscience. Ce corps, en fait, il est maîtrisable par rapport à ta conscience. Les désirs, les émotions, etc., etc. Il a et ce corps, il est plutôt associé en fait au primate. Ta conscience, elle a la possibilité de trouver d'autres orientations, une liberté de fonctionnement. L'intérêt, c'est de promouvoir le primate. L'intérêt, c'est de dire, c'est pour ça qu'il y a ce singe avec cette couronne qu'on lui met sur la tête, pour te dire, voilà, l'intérêt en fait de la machine qu'on te montre dans cet album, en fait, c'est de dire, ben, c'est ce primate qui doit être mis en avant dans notre monde, en fait. Et c'est pour ça que, et c'est Michael te regarde en disant Dangerous, voilà, ça veut dire c'est ça qui est en train de vous arriver. On est en train de vous animaliser, en fait. Ce que je sais, c'est que cette nature existe en nous. Cette nature animale, bestiale, en fait, existe en nous. Cette capacité existe en nous. Nous sommes plus que ça, parce qu'on est énorme, nous sommes des hommes, nous avons une conscience, mais cette nature existe. Et c'est cette nature qu'on cherche à promouvoir. Et c'est ce que nous dit cet album. Bon, pour revenir sur les signes astrologiques, c'est-à-dire que je disais par exemple que chaque signe astrologique, en fait, un signe astrologique, tu sais, ça a des milliers d'années. On ne sait même pas remonter à quand ça a commencé l'histoire des signes astrologiques. Tellement c'est vieux. Par contre, chaque signe, tu vois, c'est les petits signes que tu vois, le taureau, le bélier, etc., ils sont tous empreints dans chacun de ces graphismes de dualité. C'est-à-dire que tu as le bélier d'un côté, donc tu vois ces deux spirales qui tournent, tu as le taureau avec un cercle et un demi-cercle, tu as les gémeaux en fait qui se font face, tu as le cancer avec ses doubles neufs, tu as le lion avec son rond et son triangle. En fait, chaque signe est une forme de dualité, est une explication des 12 dualités fondamentales de la création de notre réalité. Nous, on est imprégné à notre naissance de cette position, c'est-à-dire qu'à notre naissance, en fait, c'est après qui construit l'astrologie et tout ça, c'est-à-dire qu'à ta naissance, tu es imprégné de cette vibration-là, parce que tu es justement dans ce temps-là, tu es dans cette vibration-là, et tu bénéficies en fait de cette force, et ta création de la réalité va dépendre en partie de ce signe. Par exemple, moi je suis Gémeaux, je te donne un exemple, moi je suis Gémeaux en fait, c'est-à-dire que ma capacité à créer des doubles psychiques est assez importante à la base en fait. Le Verseau va avoir une capacité en fait à créer en fait des ponts entre le monde, son monde de réalité concrète et le monde supérieur. Le Cancer en fait va avoir une sorte de, tu vois, tu peux aller dans tout, et chaque signe, alors ce qui est intéressant, le Scorpion c'est toujours un truc qui m'étonne, parce que le Scorpion en fait c'est quelque chose qui passe par, tu sais, ce M qui se compare à la Vierge en fait, et qui lui passe par le monde de la mort. C'est pour ça que les Scorpions sont très instinctifs et tout ça en fait, parce qu'ils passent souvent par le monde de la mort pour obtenir une information, ils passent par le monde du non-temps. Quand je dis le monde de la mort, je veux dire le monde où le temps n'a plus d'emprise en fait, hein, pour obtenir une information, contrairement à la Vierge qui passe par le monde instinctif. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux en M, mais qui finissent pas de la même manière, parce qu'en fait ils sont en opposition tous les deux. Donc tu vois, c'est des formes de dualité, c'est-à-dire que tu vas avoir la dualité du bélier qui forme avec ses deux spirales, le taureau, etc. Quand tu as passé le Cancer, tu arrives au lion avec son cercle et son triangle, mais quand tu arrives à la Vierge, tu arrives à une nouvelle forme de dualité, c'est-à-dire que la Vierge devient la dualité du Scorpion. Donc en fait, c'est un grand mécanisme, avec plein d'idées, tu vois, avec plein de pensées. C'est pas facile à comprendre quand même, que tu as à la fois l'opposé, l'inverse, etc., mais toujours dans la notion de la dualité en fait, qui constitue juste notre réalité. Notre capacité à créer notre vie, de notre conscience en fait, va être en dominance par rapport à ça. Le but c'est le serpentaire. Le symbolise en fait le serpent qui fait le tour de tout. En fait c'est le centre, ou c'est celui qui symbolise en fait l'ensemble des signes astrologiques, le serpentaire. Ben, en fait il a après le Scorpion, mais en fait ça fait des milliers d'années qu'on en parle du serpentaire. Tu sais cette constellation avec cet être qui tient son serpent là, c'est pour symboliser justement cette roue zodiacale en fait. Et c'est le signe des initiés. À l'époque, on disait que c'était le signe des initiés, c'est-à-dire qu'en fait, l'initiation, tu sais, l'initiation a toujours été reliée à l'époque, justement, aux reptiliens, à toute cette énergie, à cette vibration reptilienne, etc., cette science-là, et le serpentaire, c'est ce qu'il représente. En fait, là, j'ai cherché à faire
C'est pas mon métier au départ, c'est pas mon envie, j'ai pas spécialement vocation à faire ça. Simplement, en fait, je me suis rendu compte qu'en traversant l'existence et en rencontrant des difficultés, comme je te disais, j'ai pu obtenir quelques résultats et réussir à surmonter des choses grâce à ces connaissances, en fait. Et je me suis dit, ça serait bien d'en faire profiter les autres. Parce que peut-être, je sais qu'il y en a qui n'écouteront pas, mais peut-être que même s'il y en a 2 ou 3 ou 4 ou 5 à qui ça parle et qui arrivent à utiliser ces outils pour évoluer eux-mêmes, en fait, pour se libérer de cette matrice, tant mieux. C'est très dur parce qu'on est dans un monde en fait qui nous a tellement déstructurés, mais tellement déstructurés que notre esprit, notre inconscient, tout ça est en train de chavirer. Là, on le voit dans notre réalité. La réalité prend plusieurs aspects. Que c'est difficile de se recentrer sur soi-même et de connaître sa propre vérité, parce que ma vérité n'est pas la même que la tienne, qui n'est pas la même que... On a tous notre propre vérité quelque part, qui nous fait du bien, je veux dire, qui nous ascensionne. Et c'est très dur d'arriver vers cette vérité. Et je pense que moi, il faut s'affranchir des... Malheureusement, je crois vraiment qu'on est sous l'emprise, en fait, d'êtres qui nous dépassent, qui ont une capacité de prédation qui est vraiment impressionnante, que ce n'est pas la première fois, que je crois que toutes les civilisations quasiment ont rencontré cet obstacle à leur propre évolution humaine, que ce soit les Égyptiens, les Grecs ou les Sumériens, enfin tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer, et que il y en a qui disent que c'est la 6e. Souvent on entend dire que c'est la 6e fois qu'en fait ça se reproduit. C'est possible, je ne sais pas. C'est possible que ça soit la 6e fois. En tout cas, ça serait bien qu'on y arrive cette fois, quand même. Je propose de redevenir humain, c'est-à-dire d'utiliser ce que la nature nous a donné en fait. Nous pouvons rêver. Euh, il n'est pas, derrière chaque intention, tu sais, derrière chaque comportement, il y a une bonne intention. C'est-à-dire que même un tueur, il tue, en fait, malheureusement pour lui, il fait du bien. Donc comprendre qu'en fait, le mal n'est pas... Il faudrait que je revienne en fait à la fondamentale. Je fais juste une parenthèse pour revenir à la fondamentale. La fondamentale, en fait, c'est, tu sais, dans la Genèse, on t'explique que le serpent, il a donné le fruit, tatati, l'arbre au milieu du jardin, etc. Et si tu lis vraiment le texte, en fait, si tu le lis, tu verras qu'en fait, Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Ok. Le serpent il est venu voir Ève, il lui a dit, bon, alors de quel arbre tu ne peux pas manger? Elle lui a dit, ben, on peut pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Seulement, dans l'explication du départ, on te dit que dans l'arbre qui est au milieu du jardin, il y en a 2. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous, on en a déduit, par rapport à la capacité du serpent à jouer avec nos défauts psychologiques, qu'on a mangé l'arbre du bien et du mal. Moi, ce que je dis maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on a mangé l'arbre de vie. Tout simplement, en fait. On n'a pas mangé l'arbre du bien et du mal. On n'a pas le pouvoir, nous, en tant qu'être humain, de savoir si aujourd'hui, tu vois, je sais pas si c'est bien de faire ce que je suis en train de faire. Demain, je ne connais pas les conséquences. Je n'ai pas le pouvoir de savoir les conséquences, en bien ou en mal, de ce qui va se passer. Moi, j'ai mangé l'arbre de vie, en fait. Et je crois que, en fait, la fondamentale au niveau de notre matrice d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'illusion vient du fait qu'on a dit à l'humanité, à travers cette religion monothéiste en tout cas, qu'on avait mangé l'arbre qui nous permettait de faire la différence entre le bien et le mal, alors qu'en fait, on ne l'a pas. On ne sait pas faire. Parce que ça n'existe pas dans notre réalité. On n'a pas cette capacité de déduction du bien et du mal. Alors les Asiatiques, ils ont le yiking, en fait, et tant mieux, je veux dire, ils ont créé des outils, mais tu vois, c'est un outil vachement technique quand même, c'est pas rien. Mais dans notre nature, c'est pas inscrit. Nous, dans notre nature, nous sommes des êtres vivants. On nous a donné la vie, on a mangé l'arbre de vie. Alors j'invite en fait les auditeurs, à ceux que ça intéresse, à relire vraiment ce passage et à essayer de
de s'imprégner de ça, et ils verront en fait par eux-mêmes que effectivement, on n'a jamais, c'est pas clair, c'est pas noté noir sur blanc qu'on a mangé l'arbre du bien et du mal en fait. À aucun moment. C'est une détérioration de notre pensée. S'il faut revenir à sa nature en fait, il faut respecter d'abord sa nature et ses lois. Le problème, c'est que quand on croit comprendre la différence entre le bien et le mal, en fait, souvent on ne le sait pas. Des fois, tu peux avoir des bons comportements avec ta fille, tu penses que tu as fait bien, ou avec ton fils, ou avec tes parents, et puis en fait, c'est pas vrai. Tu t'es trompé, en fait. Et c'est ça le problème. Moi, je pense fondamentalement que c'est là-dessus qu'ils jouent. Les guerres. Tu vois, quand les gens se font les guerres, tout le monde pense avoir raison, tout le monde croit être le bien. Euh, c'est la pièce maîtresse de leur pour moi, hein, c'est la pièce d'origine de leur mainmise dans notre monde en fait. Parce que l'être humain naturellement, il va aller vers le comportement adapté. Quand tu vois les papous, tu vois des tribus africaines, tu vois, elles sont magnifiques, je veux dire, ils vivent une vie, enfin, je sais pas, c'est plein de bon sens en fait. L'être humain naturellement, il va vers le bon sens. À partir du moment où l'être humain il commence à rentrer dans le bien et le mal, c'est fini. Il est complètement noyé en fait, il ne peut plus s'en sortir. Parce qu'il n'a pas mangé ce fruit-là en fait. Qu'on n'a pas la capacité de dire tiens, un tel fait le bien, un tel est moche, tel est beau, etc. En réalité, cette capacité, on ne l'a pas, en fait. C'est des jugements d'ego qui ont été fabriqués à travers des centaines et des milliers d'années, en fait. On nous a fabriqué cette perception-là en nous disant qu'on avait cette capacité-là. Mais en fait, on ne l'a pas. On peut juste avoir écouter sa nature. Et je pense fondamentalement, tu sais, tu pourras prendre tous les enfants du monde, c'est très rare un enfant fondamentalement mauvais, ça va être très très dur à trouver, en fait. L'être humain, par essence, pour moi, en fait, il n'est pas mauvais, en fait. Il est là pour apprendre et pour évoluer. À partir du moment où il commence à se juger les uns les autres, c'est foutu, en fait. Le système se corrompt. Et si en plus on les mélange, c'est-à-dire que là, alors, du coup, alors si tu prends des peuples en fait différents les uns des autres et que tu les mets tous ensemble, etc., et qu'ils commencent tous à se juger les uns les autres, ben alors là, c'est-à-dire qu'on est, je pense, moi, foncièrement programmé pour aller bien. Le corps est foncièrement programmé pour aller bien. C'est la réalité qui nous fagote, en fait, qui nous rend malades, à la fois psychiquement, physiquement, psychologiquement, dans tous les domaines, en fait. Mais si on devait laisser faire la nature, tout va très très bien. Le problème, c'est qu'au niveau psychologique, ce que je dis, moi, spirituel en tout cas, c'est cette notion du bien et du mal qui est venue exploser notre rapport à l'humanité, quoi. Moi, je crois à un créateur, à un dieu, un générateur, un humo oa, enfin, on peut l'appeler un peu comme on veut, en fait, mais je pense qu'il y a quelque chose il y a une conscience, en fait, intelligente qui a œuvré pour que tout ça existe, en fait. Sinon, ça pourrait pas, pour moi, ça me semble du bon sens en 2018. Je ne crois pas que ce soit le fruit du hasard ou de... Je ne crois pas. Le hasard, en fait, cette notion, pour moi, je parle, c'est pas quelque chose qui me... Par contre, je crois qu'effectivement, il s'est introduit, en fait, des êtres, enfin, des entités parasites, ça c'est clair, qui sont venus un peu bouleverser un peu le projet de départ, mais que la nature humaine, elle est plus puissante que ce que l'on croit, beaucoup plus puissante, en fait. On est des créateurs de réalité, hein. Tu sais, tout à l'heure on parlait des 7 milliards de personnes. Un cerveau en fait humain, à partir de 8 milliards, en fait, un bébé commence à avoir un cerveau viable. Avoir un fonctionnement humain, on va dire, neuronal. Je pense moi que si justement on est 7 milliards et qu'on arrive vers les 8 milliards, en fait, c'est parce que justement il y a tout un projet par rapport à ça, en fait. Pour moi, il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Au niveau d'une unification de l'humanité comme composant un seul et même cerveau. Et là, il y a un combat qui est en train de se mener qui est terrible, parce que soit ce cerveau va devenir un objet de la nature et de sa propre création originelle, en fait, donc quelque chose d'assez beau, soit il va être asservi, en fait, par Internet, etc. C'est une sorte de cerveau métaphysique, méta-technologique. Et là, il y a un combat qui est en train de se... C'est un vrai combat, en fait. C'est pas une illusion, une façon de penser. Moi, je pense vraiment qu'on arrive dans une époque qui est terrible, pour moi, hein, qui va être terrible.
C'est un jeu, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une illusion, mais c'est pas un mirage. Hein. C'est-à-dire que les coups font mal. Hein. Et que des gens perdent leur destin pour rien. Et que c'est un vrai combat, pour moi, je pense que c'est un vrai combat de l'humanité de survie. Il ne faut pas qu'on perde la conscience, il faut qu'on garde notre humanité, c'est un impératif. Je crois que c'est un jeu, mais c'est pas un jeu, on va dire, à vivre, il est très très douloureux. Voilà. C'est difficile parce que quand tu es en face d'un prédateur, il faut être capable de lutter aussi. Hein. On peut être créateur, bien sûr qu'on a cette possibilité, mais tu es en face, tu sais, moi j'ai eu des expériences un peu métaphysiques avec des entités et tout ça, enfin bref. C'est dur comment dire, c'est comme si tu es dans l'eau avec un requin blanc, quoi. Bon, ok, je sais nager, tu vois, mais le requin blanc, je vais pas trop, tu vois, je vais pas trop la ramener non plus, quoi. Je vais dire, écoutez les gars, ça serait bien qu'on s'organise parce que là, on a un prédateur, il est vraiment d'un niveau, ça va être très compliqué pour s'en sortir. Hein. C'est plutôt, tu vois, dans cette optique-là. Que je pense que pas mal de gens ont conscience qu'il y a un vrai problème dans notre réalité, en fait. Qu'on arrive maintenant à dépasser le stade de la folie, parce qu'avant on disait les fous, machin, etc. Qu'on arrive à construire un raisonnement, à s'organiser autour de ce raisonnement-là. Je pense qu'il n'y a pas que nous, enfin il n'y a pas que nous, je veux dire, il n'y a pas que on correspond nous, tu sais, dans une mosaïque à une toute petite partie. Tu as des religions qui peuvent avoir des très bons effets, des effets négatifs, mais des très bons effets. Il y a plein de choses en fait qui sont en train d'œuvrer pour essayer d'aller vers une remise à la source en fait, revenir à la source. Et c'est vrai que bon, c'est toujours, ça donne du baume au cœur. De toute façon, il faut y croire. De toute manière, en fait, pour moi, en fait, on est en face comme je te disais, d'entités qui sont vraiment spectaculaires. Mais pour l'avoir vécu, en fait, je crois que c'est possible. Voilà, je crois que l'humain, en fait, et c'est ce qui leur fait peur à ces entités, a une capacité créatrice tellement énorme qu'ils sont obligés de rester cachés. Parce que s'ils devaient se montrer tels qu'ils sont, c'est pour ça qu'on ne verra jamais leur visage, tu verras toujours des trucs, on ne verra jamais à quoi ils ressemblent, parce qu'ils ne peuvent pas montrer leur tempérament, ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils sont. Mais je crois que l'humain, en fait, il a cette capacité de vaincre, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et donc au plus on s'éveille, et au plus je crois, on va vers ce chemin-là, j'espère. Moi je dirais Castaneda, c'était intéressant. Castaneda, en fait, il était précurseur. Rudolf Steiner, en fait, l'initiation. C'est très dur à lire, mais ça va. Nietzsche, pour la pensée humaine, je trouve que vraiment c'est important d'avoir une pensée construite. Hormis le spirituel, c'est important, je crois, d'avoir une pensée philosophique. C'est essentiel pour avoir une pensée structurée. Voilà, je dirais que c'est les trois. Et la Genèse. Je ne parle pas de la Bible au niveau religieux, je ne parle pas du côté religion, mais je parle de la Genèse, de la partie Genèse. Je trouve que la Genèse est une œuvre d'art architectural, de pensée voilà, intelligente. Alors, je tiens à remercier l'association de Chantal Koukoulian, Les Clés du Rocher, qui m'a permis en fait de venir jusqu'à toi. Voilà, qui a organisé tout ça. Merci. Merci beaucoup.